Entre océan et montagne, la Rune offre une vue imprenable sur le Pays basque. Un paysage qui ne sera bientôt plus le même. En raison du changement climatique, en Nouvelle-Aquitaine, d'ici 2050, 6000 logements sont directement menacés par l'érosion du littoral. La neige, plus rare, va changer la vie en montagne. Notre agriculture doit se repenser. Et pour la faune et la flore, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Alors, à quoi va ressembler la Nouvelle-Aquitaine d'ici 30 ans? Et comment s'y préparer? Réponse dans cette enquête de région. Avec le réchauffement climatique, l'érosion de notre littoral s'accélère. D'ici 30 ans, la côte sableuse pourrait perdre au moins 50 mètres. Enquête en Charente-Maritime où la pointe sud de l'île d'Oléron subit la plus forte érosion d'Europe. 36 espèces animales et végétales ont disparu en 2020 dans le monde. Comment la nature s'adapte-t-elle en Nouvelle-Aquitaine? De l'observation des oiseaux à celle des rainettes, nous avons suivi les scientifiques de la LPO et ceux des sentinelles du climat. Avec des températures en hausse et des sécheresses accrues, l'agriculture doit adapter sa production et réduire ses émissions de CO2. Un enjeu majeur dans la première région agricole d'Europe. Nous verrons comment, en Limousin, le modèle actuel de polyculture et d'élevage se repense. Nous sommes sur le littoral basque dont une partie tombe littéralement dans l'océan. 20 cm de roches en moyenne chaque année s'effritent. Parfois c'est plusieurs mètres, comme ici à Bidart. L'érosion sur la côte sableuse est encore plus impressionnante. L'île d'Oléron bat même des records en Europe, je vous le disais. Alors comment ce risque est-il vécu par les habitants et comment s'en protéger? Regardez. François et son petit train de Saint-Trojan baladent des dizaines de milliers de touristes chaque été sur l'île d'Oléron, jusqu'à la pointe sud, à Montmusson. Un voyage hors du temps, entre les forêts de pins maritimes, bordées par l'Atlantique. Ce jour-là, il rejoint ses collègues, déjà sur place. Ils sont en train de reculer les quais du terminus en bout de ligne. Et ça, cela fait 60 ans que ça dure. 3, 4, 5, 5e caisson, ouais. Ouais, il va falloir qu'on lève légèrement quand même. Cette année, le petit train n'ira pas plus loin. Au fil du temps, le trajet de François est de plus en plus court. La pointe de Montmusson disparaît peu à peu, parce qu'ici, plus qu'ailleurs, la mer monte. On perd chaque année, entre 20 et 60 mètres. 60 mètres, on l'a atteint en 2013-2014. Et puis en reculant comme ça progressivement, on arrive à la fin des années 60 où notre gare était située près d'1 kilomètre au large. Contre la nature, on ne peut pas lutter. Donc on s'adapte. On démonte, on recule, on réaménage et on redémarre au mois d'avril comme chaque année. Attention. Des centaines d'arbres, des dunes entières sont englouties comme dévorées par l'océan, le temps parfois d'une marée. Selon les spécialistes, cette pointe sud de l'île est tout simplement l'endroit où l'érosion est la plus forte d'Europe. Là où la mer gagne le plus du terrain. Un phénomène naturel que l'homme ne peut maîtriser. Il faut savoir qu'ici, nous avons un très fort courant. Il y a un courant qui nous vient du nord, qui, lorsqu'il arrive tout là-haut à la pointe de Chassiron, au nord de l'île, eh bien, se sépare en deux. Une partie du courant passe à l'est, une autre ici devant nous à l'ouest. Et les deux courants, en fait, à la pointe sud, s'affrontent et grignotent encore plus. François et ses agents
ont encore quelques semaines devant eux pour préparer la saison. L'île d'Oléron, 35 km de long, 15 de large. 20 000 habitants à l'année. Une lumière blanche hivernale, pas de touristes. On est loin des plages bondées, des parasols et l'odeur de crème solaire. 100 km de côte au total à défendre pour protéger les habitants, les maisons, la vie insulaire, la vie sur Oléron. Petit matin du mois de mars, en pleine semaine. Seuls les habitués se jettent à l'eau. Elle ne dépasse pas les 12 degrés. Photographié. Ces témoignages sont pris après chaque session. Une vie insulaire tout en images. Captés aussi, surtout, après chaque tempête, là où les dégâts sont les plus spectaculaires. Là, on voit vraiment le blocos qui dépasse et qui est mangé dessous. Qui tombe, quoi. Qui tombe, qui a plus d'assises. On tourne les pages des étapes successives de l'érosion. Là, on a carrément la possibilité de voir les centaines de mètres avalés par la mer. Et avec ça, des installations comme des routes, les parkings géants des plages. Il y a 3 parkings qui ont été avalés par l'érosion, quoi. Donc là, si on veut vraiment changer les choses, il faut aborder notre contact avec la mer, notre consommation de la plage différemment. Et c'est valable aussi pour les surfeurs. Quand on voit le tableau, routes entières, parkings carrément emportés par la mer, on peut se poser sérieusement une question. L'homme n'a-t-il pas trop joué avec le feu ? La particularité de l'époque très contemporaine, je dirais depuis les années 1960 jusqu'à nos jours, c'est ce qu'on appelle la densification des enjeux, c'est-à-dire que face aux événements que nous apportent les changements climatiques, que ce soit les submersions occasionnelles ou bien l'érosion graduelle, on se rend compte que de plus en plus d'enjeux sont touchés. On a plus d'aménagements qu'il n'y en avait par le passé. Et puis on a également une tendance qu'on appelle la littoralisation, qui fait que les gens viennent de plus en plus vivre au bord de mer et que par voie de conséquence, on y implante de plus en plus de services, de réseaux, et que ça crée de la vulnérabilité, effectivement, davantage de vulnérabilité aujourd'hui que dans les temps passés. Ailleurs, le littoral continue d'être attaqué, rongé par la mer. Comme ce jour-là, après un gros coup de tabac, la plage ressemble à un véritable champ de bataille. On voit bien le travail de la dernière marée. Ici, pas d'enrochement, pas de digue. Sur ces sites naturels, les agents de l'Office national des forêts privilégient la méthode douce. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors vous en êtes où? Ça se passe bien, on a commencé le chantier là. On fait des plantations d'Oya pour tenir le sol. L'Oya, c'est une plante qui est fabuleuse, qui a un système racinaire qui se développe énormément et qui va permettre de fixer ce sable. Les agents de l'ONF sont les gardiens de la dune, cet ultime rempart face à l'océan. Un patrimoine naturel à préserver de toute urgence. Nous sommes dans un phénomène d'érosion. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, sans doute parce que les fleuves ne charrient plus assez de sable, du fait de leur aménagement déjà. Donc beaucoup moins de sable qui arrive. On a tendance aussi à aller chercher du sable en mer. Ça aussi, ça fait que notre stock de sable diminue. On s'est aperçu aussi que la houle avait tendance à augmenter. Alors quand on a des grosses marées comme ça, eh bien évidemment, ça vient taper dans le stock existant, ça l'emmène. Et au printemps et en été, on a beaucoup moins d'arrivées de sable, ce qui fait qu'on est dans ce phénomène d'érosion. Un peu plus au nord, de l'autre côté de l'île, un drôle de manège tourne depuis quelques jours. Un balai de pelleteuses. Ici, c'est une autre stratégie qui est déployée. Des tonnes de sable capturées à des endroits où il y en a trop sont dispatchées sur d'autres où il en manque. Là surtout, où les habitations sont à quelques mètres de l'océan. Je pense que malgré la puissance des engins, c'est complètement vain.
une tempête, un coup de vent, un peu de capot, tout partira. Et je suis persuadé que de toute façon la mer s'adaptera jamais, elle continuera. Et ça sera à l'homme à travailler, peut-être bien un jour à reculer le trait d'habitation. Le trait de côte bougera, je pense que le trait d'habitation, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais devra bouger aussi. Des habitations directement menacées, il y en a 511 qui ont été identifiées. Elles sont toutes sur la commune de Dolus-de-Léron, sur la côte ouest de l'île. Elles sont toutes construites en dessous du niveau de la mer. Anne et sa famille vivent juste derrière la dune. C'est vrai que mon fils pose la question parfois, qu'est-ce qui se passe si finalement la mer vient et qu'on ne peut plus vivre ici. Lui, il n'a pas envie de partir. Il a grandi ici, il va à l'école depuis la maternelle ici, il est au collège ici. Mon deuxième fils était scolarisé ici également. Et on n'a pas envie de bouger d'ici et on ne se sent pas non plus menacé tant qu'on aura ce rempart de la dune. Les dérèglements climatiques, l'érosion, commencent à peser sur le moral des habitants du littoral. Certains commencent même à sérieusement se poser la question, partir ou rester vivre au bord de la mer. On se retrouve pour la suite de cette enquête de région et cette question climat, à quoi ressemblera la Nouvelle-Aquitaine dans 30 ans ? Alors à cause de l'érosion du littoral, le Pays Basque, comme ici à Bidart, perd une vingtaine de centimètres de côte rocheuse en moyenne chaque année. Parfois c'est plusieurs mètres d'un coup comme ici. Le problème c'est que ce littoral est hyper urbanisé. Certaines maisons valent parfois plusieurs millions d'euros. Les enjeux économiques, écologiques et humains sont énormes. Bonjour Bruno Tissé. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ingénieur géologue pour le groupe Géolith, qui travaille notamment ici à Bidart pour surveiller cette érosion de la côte rocheuse. Alors là, on a l'exemple d'un effondrement brutal qui s'est produit ici récemment. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit exactement? On a un gros problème avec les infiltrations liées à une pluviométrie de plus en plus forte. On a des épisodes pluvieux très intenses maintenant. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un effet de la mer en bas qui vient saper les argiles, les marnes, va travailler le pied de falaise, le creuser, enlever une butée. On va avoir un glissement de terrain qui va se faire tout doucement et une alimentation par le haut, par les sables, en eau, qui accélère le processus. Ça glisse en fait, le sol glisse comme ça sous nos voilà. pieds quasiment. Et donc là, vous avez mis, vu l'urgence de la situation, des appareils de mesure. À quoi vous servent-ils? Voilà, alors là, ce système de mesure nous a été commandé par la communauté d'agglomération Pays Basque dans un premier temps et la ville de Bidart pour un suivi en fait du tassement des terres sur ce périmètre. Donc au préalable, la ville de Bidart avait commandé des vues photogrammétriques de la zone, c'est-à-dire de réaliser avec des images photos une modélisation 3D de la falaise. Et on a anticipé le fait d'avoir un effondrement de ce mur-là, parce que le sentier du littoral passait juste devant. Et on a mis un périmètre jalonné avec des pancartes pour ne pas inciter les gens à traverser et rentrer dans une zone à risque. Et donc ces cibles-là nous informent, nous en temps réel, s'il y a un tassement ou une disparition de la cible, donc un effondrement qui peut avoir lieu en pleine nuit ou en plein jour, et pour ensuite passer l'alerte aux services de police qui peuvent ensuite amener les interdictions qui vont avec. Alors globalement, sur la côte rocheuse au Pays Basque, le retrait de côte pourrait être d'une trentaine de mètres d'ici 30 ans. Bonjour Nicolas Bergeon, merci de nous avoir rejoints. Alors là, on a un exemple concret de ce qui se passe sur l'intégralité de la côte basque. Oui, une grande partie en tout cas. Une grande partie. Ici, nous sommes à Bidart. Dans ce secteur, ce sont ce qu'on appelle les marnes de Bidart.
Les marnes de Bidart, c'est cette formation argilo-calcaire que l'on a là et qui se présente souvent comme ici en feuillet. Et donc on a des mouvements de terrain qui affectent ce versant et globalement la côte ici recule de quelques décimètres par an. Est-ce que ce phénomène d'érosion est identique partout sur notre littoral? Alors identique partout, non. Ici on est sur une côte qui est essentiellement rocheuse. Hein. Mais voilà, plus au nord, dans les Landes ou en Gironde, on a un cordon dunaire sableux. D'une manière générale, on a une moyenne de 1,5 m par an de recul. Ce qui est énorme. Ce qui est important, oui, tout à fait. Après, ça peut varier localement, hein, mais une moyenne, c'est 1,5 m par an. Pour les cordons sableux, ce qui va essentiellement provoquer ce recul, c'est la dynamique marine. Donc c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est le niveau de l'eau et puis l'intensité des vagues. Ce que l'on sait, c'est qu'on a calculé qu'en 2050, le niveau marin pour le golfe de Gascogne et la Nouvelle-Aquitaine, hein, le niveau marin serait 21 cm plus haut. Voilà. Maintenant, caractériser ce que c'est 21 cm, c'est le niveau moyen, hein, va avoir comme impact sur le trait de côte. Voilà, on a des formules empiriques, on a des modèles, mais c'est une question qui reste du domaine de la recherche en quelque sorte. On pressent, on sait qu'il va y avoir un impact. Le changement climatique, c'est aussi potentiellement des tempêtes plus fréquentes, plus intenses. Et donc ça va avoir un impact sur la dynamique du trait de côte. Ça peut provoquer des reculs de plus en plus importants. Bonjour Emmanuel Alzuri, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le maire de Bidart et vous êtes en charge aussi du littoral pour l'agglomération Pays Basque. Vous êtes maire depuis 2011. Vous avez vu changer les choses autour de vous en si peu de temps. Ah oui, on a vu vraiment les choses se dégrader à grande vitesse. Et d'ailleurs, pour qui se promène sur le sable et regarde les têtes de falaises, le haut des falaises à Bidart, on a l'impression d'avoir des falaises qui auraient été bombardées. Et ça, c'est vraiment un spectacle très nouveau et qui est vraiment très contemporain, qui date des 2 dernières années, on va dire. Alors, votre voisine Biarritz a choisi de mettre des gros moyens pour essayer de sécuriser la falaise, bétoniser. Vous choisissez une autre stratégie, laquelle? Alors, la stratégie des risques littoraux nous pousse à laisser faire la nature, si vous voulez. On a décidé effectivement de ne pas s'opposer à ce recul du trait de côte qui est aujourd'hui inéluctable. Mais on sait bien que la solution, ça ne sera pas le bétonnage de ces falaises, des plus hautes de la côte basque, 60 à 80 mètres d'aplomb. On n'a pas les moyens ni la volonté. D'ailleurs, ça ne peut pas être ça la volonté des temps modernes que de bétonner toutes ces falaises. Certaines maisons, là derrière nous, valent des millions d'euros. Comment on pourra indemniser ces gens si on est obligé de les exproprier parce que la falaise sera là? Le mouvement spéculatif ne s'est pas arrêté avec le recul du trait de côte. On continue à acheter des maisons même si on sait qu'elles vont partir. On continue à acheter des maisons à prix d'or, à les relooker pour les revendre encore plus cher. Et il y a toujours quelqu'un qui est prêt à acheter. Maintenant, est-ce que le contribuable devra être en situation de rembourser ces gens-là lorsque les problèmes seront à leur pas de porte, si on peut dire? Il ne me semble pas. Ça ne serait pas raisonnable. Ça serait inenvisageable d'un point de vue financier. Donc c'est vrai qu'on est au-devant de difficultés qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui. Voilà. Alors que l'échéance, c'est quasiment là, en fait. L'échéance, on le voit, elle est toute proche. Et là, en l'espèce, elle s'approche ici de maisons habitées depuis des dizaines et des dizaines d'années par de purs bidartards qui, eux, n'ont pas cédé à cette folie spéculative. Donc effectivement, j'espère qu'on arrivera à trouver des solutions de court terme pour leur permettre de rester ici le plus longtemps possible. C'est l'une des grandes attractions touristiques de l'été dans notre région, le petit train de la Rune. Je l'emprunte pour rejoindre à 900 mètres d'altitude mon prochain invité avec lequel nous parlerons de l'impact du changement climatique dans les Pyrénées. Car 2020 a été l'année la plus chaude depuis plus d'un siècle. Les années précédentes ont elles aussi battu des records. Alors dans ces conditions, comment les espèces animales s'adaptent-elles? Une faune scrutée par des experts que nous avons suivis aux prémices du printemps. Regardez.
Pour dresser le tableau de la biodiversité, rien de mieux qu'un artiste. C'est donc au talent de Marc Large que nous confions le soin de planter le décor et de faire apparaître une rainette. C'est la saison des naissances. Elle inspire l'aquarelliste et attire la naturaliste. Chaque printemps, Maude Béronneau rend visite aux pensionnaires de cette lagune. Humidité 49, 48,9. Degré 18,8. C'est pas froid pour un début de saison. Spécialiste des reptiles et des batraciens, elle vient 3 fois entre février et juin pour observer le comportement des rainettes ibériques dans le cadre du programme Sentinelle du climat. Il y a des années, comme l'année dernière, où le mois de février a été très chaud, très beau, et donc elles se sont mises tout de suite en activité. Alors que là, cette année, on a plutôt un hiver de type classique, on va dire, et donc le printemps commence tout juste. Et là, pour le coup, elles ne sont pas encore bien en activité. On en entend quelques-unes un petit peu derrière, mais c'est vraiment faible pour l'instant. Si la rainette ibérique est l'objet de tant d'attention, c'est qu'en France, on ne la trouve que dans les Landes, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Mais à la faveur du changement climatique et de l'assèchement des zones humides, une autre espèce, la rainette méridionale, empiète dangereusement sur son territoire. Celle qui chante là, c'est une méridionale. C'est très lent, répété lentement. C'est que les mâles qui chantent. Les femelles ne chantent pas. Dans les deux espèces. Et voilà la rainette ibérique. Lors de nos comptages, on se rend compte que la rainette méridionale se met à chanter quasiment en simultané avec la rainette ibérique. Et là, pour le coup, on peut commencer à se dire qu'il va y avoir une sorte de compétition, dans le sens où les têtards vont être dans l'eau en même temps, les pontes en même temps. Et donc tout le cycle de vie va se dérouler en même temps et pour les mêmes ressources trophiques. Donc ça peut devenir un problème. C'est inquiétant parce que chaque espèce a son rôle. Si on perd une espèce, en fait, ça dérègle complètement l'équilibre de l'écosystème local. Depuis 5 ans et le début de ce programme d'études, la proportion de rainettes venues du sud ne fait qu'augmenter. Parfois, il suffit de tendre l'oreille pour constater le changement. Le cri d'alarme du merle. Donc là, j'ai une grive musicienne qui est assez lointaine au bout du quartier. Rouge-gorge, on en a un par là-bas. Une grive de renne qui est un peu plus grosse que la musicienne. Plus logiquement, qui vient plutôt de la Pinède, alors que la grive musicienne est plutôt liée au quartier avec les jardins. Depuis 1989, pour mieux comprendre le comportement des oiseaux, des centaines d'ornithologues amateurs ou professionnels comme Mathieu Sagnier scrutent leur comportement. Alors là, c'est le mâle qui est en train de chanter. Donc ce qu'il fait là, c'est signaler à tous les autres mâles qu'ici c'est son territoire et signaler à toutes les femelles qu'ici c'est son territoire. Membre de la Ligue de protection des oiseaux, Mathieu Sagnier participe à ce vaste réseau en Nouvelle-Aquitaine. Le protocole est le même pour tous, 5 minutes d'écoute n'importe où, n'importe quand, et déjà plus de 30 ans d'observation. On voit des espèces apparaître qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques dizaines d'années. On en voit d'autres qui vont disparaître, pour lesquelles on était en limite d'aire de répartition et qui donc aujourd'hui vont se rencontrer plus au nord. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui peut s'observer et qu'on constate à l'échelle d'une vie humaine, ce qui est quand même assez incroyable. Les oiseaux sédentaires chantent avec l'arrivée des beaux jours. En cas de printemps précoce, ils adaptent leur période de reproduction. Mais la situation peut s'avérer plus critique pour les migrateurs. Ces oiseaux, pour les oiseaux communs, nourrissent massivement leurs poussins avec des chenilles. Donc petites chenilles pour petits poussins. Et puis les poussins grandissent, les chenilles également. Et donc cette nourriture est vraiment adaptée au régime alimentaire des poussins. Si aujourd'hui ces oiseaux reviennent trop tard ou commencent leur nidification trop tard, ils vont avoir des petits poussins avec des grosses chenilles et ça ne va plus fonctionner. En déréglant la chaîne alimentaire, le changement climatique fragilise certaines espèces.
Pour mesurer l'effet du climat sur la biodiversité, l'association Cistude Nature a sélectionné 200 sites en Nouvelle-Aquitaine et une vingtaine d'espèces animales ou végétales, baptisées sentinelles du climat. Les papillons sortent au premier rayon de soleil et Fanny Mallard les observe chaque année de début mai à fin août. C'est des espèces qu'on retrouve spécifiquement sur les milieux qu'on étudie, ici les pelouses sèches. C'est-à-dire qu'en fait ces espèces, elles ne vont pas pouvoir fuir le changement climatique, elles vont soit être en extinction ou soit devoir s'adapter. Aux observations de la faune ou de la flore s'ajoutent des données météorologiques. Des stations sont présentes sur chaque site. Température, humidité, vent sont enregistrés heure par heure depuis 5 ans. On a vu que l'année 2017, c'est une année assez particulière où on a eu un printemps-été qui était beaucoup plus sec et beaucoup plus chaud. Et ça a eu un impact sur notamment les populations de papillons qu'on a pu observer. Donc à terme, si on se dit que ça va se répéter dans le temps, eh bien on va avoir un impact sur les populations et à terme, certainement un déclin de ces populations-là. Les données compilées sur 5 ans commencent à révéler une tendance du climat. La première phase du programme Sentinelle s'achèvera dans 1 an, mais déjà des modèles statistiques permettent de définir différents scénarios en fonction de l'évolution du climat. Les projections ne sont pas rassurantes. On a des espèces qu'on retrouve dans les milieux humides, comme par exemple l'azuré des mouillères, qui est une espèce vraiment caractéristique de ces milieux-là, et qui est déjà en fait vulnérable. Et à terme, certainement qu'elle disparaîtra et que les générations futures ne connaîtront pas cette espèce. Le programme s'appuie sur des dizaines d'observateurs et cumule des millions de données, souvent alarmantes. Alors ça c'est pas mal, si entre plusieurs groupes d'espèces on arrive à faire ressortir les mêmes années ou du moins les mêmes schémas. Les naturalistes veulent pourtant rester optimistes. D'accord. Il y a des solutions qui existent. Ce sera peut-être des solutions, on va dire, qui vont limiter la catastrophe. Donc franchement, en mettant en place des mesures assez logiques et de conservation des habitats, on peut réussir à limiter et à retarder cet effet et cette possible extinction. S'adapter ou disparaître et laisser place à d'autres espèces. Une évolution finalement assez naturelle, mais qui semble s'accélérer avec le changement climatique. À partir du 1er mars, et tous les ans depuis 37 ans, la Ligue de protection des oiseaux installe sa vigie à la pointe du Médoc. Ornithologue, Jean-Paul Hurquin se fait menuisier le temps de construire cette tour de guet sur l'océan, vue imprenable sur le passage des migrateurs. Ça sert à protéger les observateurs de la migration des oiseaux à la pointe de Grave des vents dominants et des vents forts, c'est-à-dire principalement nord-ouest à ouest. Parce que quand il y a un coup de tabac, les observateurs continuent à observer, notamment la migration des oiseaux marins. La LPO est présente au Verdon depuis 1984. L'association d'Alain Bougrain-Dubourg voulait alors recenser les tourterelles des bois, très prisées des chasseurs médocains, une chasse traditionnelle mais illégale au printemps. Depuis, la tension est retombée, mais le poste de comptage perdure. Du lever au coucher du soleil, les observateurs de la Ligue de protection des oiseaux voient passer des centaines de milliers de migrateurs chaque année. L'un des principaux résultats des observations qu'on mène ici depuis plus de 30 ans, c'est qu'on a observé chez les oiseaux qu'on appelle des transsahariens, ceux qui vont hiverner au sud du Sahara, un avancement de leur date de retour en Europe de 6 jours. 6 jours d'avance en moyenne pour tenter d'arriver au pic de production des insectes. Mais toutes les espèces n'ont pas la capacité de s'adapter ou de fuir le changement. Avant la fin du siècle, des plantes, des fleurs, des animaux vont disparaître de Nouvelle-Aquitaine. Pour mesurer ces changements, le programme Sentinelle du climat entre dans sa deuxième phase. Dans le Médoc, l'étang de Cousseau va devenir un nouveau site d'observation. Si jamais vraiment tu veux en mettre une autre, tu peux, ici. Voilà. Mais sinon, si tu veux pas en mettre, on peut très bien imaginer des points dans cette zone là-bas. Normalement, il faut que tu restes quand même proche des zones en eau, mais il faut de l'habitat, en tout cas terrestre, qui sert d'abri
sur Tout au long de l'année, ouais. Voilà, Ouais. toute l'année. L'idée, c'est aujourd'hui de former les agents à faire les suivis qu'habituellement on peut faire, nous et nos partenaires, dans le cadre de Sentinelle du climat. Et comme ça, ils peuvent prendre le relais sur leur site pilote et puis nous transmettre les informations. Un domaine protégé de 600 hectares entre Carcan et Lacanau, où cohabitent 39 spécimens de libellules et des centaines d'autres animaux et végétaux. Ce secteur constamment surveillé par la police de l'environnement est un habitat privilégié pour des espèces endémiques spécifiques à la région. Un espace préservé, idéal pour envisager une forme de résistance au changement climatique. On a choisi notamment la réserve de Coussot comme site pilote justement pour voir comment on peut améliorer l'état d'un site et aider ces différentes espèces face au changement climatique. Des solutions pour limiter les dégâts, mais pas besoin de vous faire un dessin. Si le dérèglement climatique continue, les conséquences pour la faune et la flore locales seront irrémédiables. De retour au Pays Basque à 900 mètres d'altitude pour la suite de cette enquête de région ici depuis Larune. Et cette question climat, à quoi ressemblera notre région en 2050? Pourquoi dans 30 ans? Parce qu'un comité scientifique avec 200 chercheurs de Nouvelle-Aquitaine a étudié le changement climatique et ses effets d'ici 2050. Le manteau neigeux ici devrait réduire de moitié dans la chaîne pyrénéenne, avec évidemment des conséquences sur la vie en montagne et sur toute une économie. Bonjour Olivier Rouclaude. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici à Larune. Vous êtes le directeur général de l'EPSA, l'établissement public qui gère le petit train de Larune, mais aussi les stations d'altitude de la Pierre-Saint-Martin et de Gourette. Alors, en parlant du réchauffement climatique, la limite pluie-neige devrait atteindre d'ici 2050 les 1700 mètres. 1700 mètres. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura encore des stations de ski en Nouvelle-Aquitaine? C'est une question qu'on se pose tous les jours, à l'aune des gros investissements que le département notamment fait sur ces stations d'altitude. Elle s'appelait station d'altitude, il faut se rappeler. Aujourd'hui, le front de neige, notamment à Gourette, est à 375 mètres d'altitude. Ouais. Donc bien en dessous des 1700 qui seront en 2050. On est en train de le remonter à 1600. Mais 1600, dans 10 ans, 15 ans, ça ne sera plus suffisant. Donc en fait, c'est une course sans fin. On ne peut pas tout baser, toute l'économie de nos vallées ne peut pas être basée sur uniquement le ski. Alors dans les Alpes, il y a encore cette philosophie de travail qu'on retrouve. Dans les Pyrénées, on ne peut pas se le permettre. Et puis, c'est pas que le ski, c'est pas que le spot de la station. On imagine que l'attractivité de la montagne se fait autour d'un territoire, autour d'une vallée. C'est-à-dire que quand un client vient et dépense 1 euro dans les stations de ski, il y en a 6 qui repartent sur le territoire. Ça, c'est le moteur économique lié au ski. Et si en 2050, il n'y a plus de neige? S'il n'y a plus de neige, ce moteur, il tombe en panne. Donc aujourd'hui, il faut arriver à se réinventer. Et ce n'est pas un exercice facile, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'exercice était intéressant, était rentable. Il le devient de moins en moins. C'est vraiment trop problématique. Et donc, la réflexion de tous les acteurs, parce qu'il n'y a pas que l'exploitant, il y a les socioprofessionnels, les offices de tourisme, les collectivités. Tout le monde a accepté de se rassembler autour de cette idée. Réfléchissons aujourd'hui à nos investissements de demain, dans la perspective d'une modification du climat et une modification aussi des attentes de nos clients. Enfin, on voit l'été, la fréquentation de la montagne s'est modifiée. Les gens viennent chercher la fraîcheur, le plein air. Et donc, on n'a plus forcément les mêmes attentes de nos clients. Et donc ça, en y répondant aujourd'hui, en tout cas en cherchant à y répondre, on espère faire bouger ce modèle, mais qui est ancré. Il date des années 60 et ce n'est pas en 2 ans. Mais il y a quand même urgence pour arriver aujourd'hui à changer ce paradigme.
Alors en montagne, comme ici sur la côte à Bidart, le réchauffement climatique fait l'objet d'une vaste étude régionale nommée Acclimatera, je vous le disais. Parmi les 200 chercheurs de Nouvelle-Aquitaine qui ont travaillé sur ce programme, Franck D'Amico, que je rejoins. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et vous avez coordonné toute la partie montagne de ce dossier Acclimatera. Alors le glacier d'Ossou, dans les Pyrénées, l'un des plus grands des Pyrénées, a perdu 122 mètres en 10 ans. C'est colossal. Est-ce que la situation est alarmante en montagne? À l'échelle de la planète, 500 millions de personnes vivent directement en montagne, de façon indirecte. C'est 3 milliards de personnes qui dépendent plus ou moins de ce qui se passe en montagne. Parce que j'ai souvent appelé un effet domino, ce qui va se passer en altitude va se répercuter un peu comme un jeu de domino qu'on abat petit à petit jusqu'au littoral ici. Les conséquences du changement climatique vont avoir un impact sur le fonctionnement de nos sociétés sur différents plans. Bien entendu, il sera question de s'adapter. Il sera question peut-être de réviser, de changer des schémas économiques. On est vulnérable aujourd'hui. La vulnérabilité de notre région, de nos écosystèmes à l'échelle de la région, cette vulnérabilité effectivement est assez grande. Merci Franck D'Amico. Alors dans ce rapport Acclimatera sur l'adaptation au changement climatique, les experts régionaux mettent en avant la nécessité de faire évoluer notre modèle agricole. Évoluer, oui, mais comment? Regardez cette enquête en Limousin où le modèle actuel, celui de l'élevage et de la polyculture, doit être repensé à marche forcée pour adapter les cultures, les techniques, mais aussi réduire son empreinte carbone. Le vert limousin. Dans les nuanciers des marchands de peinture, c'est une teinte officielle, la couleur d'un paysage de prairies, de bosquets, de haies, mouillé de pluie, parsemé d'étangs. Le bonheur est dans le pré, comme les vaches. Mais gros coup de chaud sur la carte postale. En 2020, plus de 40 degrés en juillet et 3 étés de sécheresse successifs. Ce climatologue observe tout cela depuis 6 ans. Il a rassemblé 35 ans de mesures, de quoi se projeter sur 2050, édifiant. Qu'est-ce qu'on mesure? Par exemple, pour la température en moyenne annuelle, on mesure une augmentation de 4 dixièmes de degré tous les 10 ans. C'est dérisoire. Ce qui peut être dérisoire d'un jour au lendemain, mais ce qui est considérable pour une moyenne annuelle, ça correspond approximativement à un décalage vers le sud de 150 km tous les 10 ans. Ce bilan agroclimatique, température minimale, maximale, précipitations, évapotranspiration, montre de fortes disparités locales. Les adaptations devront donc être fines autour d'une conséquence générale. C'est une précocification de tous les cycles, c'est-à-dire une mise à l'herbe plus précoce, une obligation d'affourager au champ plus précoce et plus fréquente également. Voilà, ça fait partie des choses évidentes. La limousine en Limousin, ce n'est pas juste un cliché, mais la structure même d'une agriculture reposant sur polyculture, élevage, à la base, l'herbe. On peut y aller directement d'ailleurs pour voir la différence. Ces éleveurs ont tous subi les effets des sécheresses estivales. Aujourd'hui, ils mènent une expérimentation testant différentes formules de semences pour prairies. Dans le document que je vous ai remis là, sur la première page, vous avez le descriptif des 8 modalités. Historiquement, on a toujours réussi à être assez autonome avec un chargement de vaches à l'hectare correct. Et en fait, ces sécheresses répétées, on perd cette autonomie. Donc l'idée, c'était de trouver des espèces qui étaient adaptées à ces aléas climatiques pour pouvoir répondre encore à la pâture et au stock pour les agriculteurs. Donc on s'est intéressé à des espèces qui viennent du Portugal, qui ont été sélectionnées là-bas et qui, en théorie, devraient avoir une meilleure résilience face aux aléas climatiques sur nos terrains. Michel aussi cherche, innove. L'an dernier, il a semé du teff grasse, une plante venue d'Éthiopie. La garantie que les coups de soleil, c'est pas pour elle. Tout nouveau, tout bon. Et on voit qu'il y a du foin en place et on met le teff et je vois que le teff est leur priorité aujourd'hui. Cette culture, c'est ce que le monde agricole appelle une intermédiaire. Semée au printemps pour être exploitée tout l'été. Là, elle avait été implantée après un métail, un mélange herbe-légumineuse.
Il nous faut implanter une culture entre la récolte de ce métail et la culture qui sera implantée à l'automne. Et donc on essaie avec les agriculteurs de trouver différentes solutions. Et parmi ces solutions, le teff grasse, depuis 2-3 ans, arrive dans notre palette d'utilisation. Il faut avoir du stock. Quand on a une sécurité alimentaire, on est déjà plus serein pour repasser une année saine pour les animaux. Aujourd'hui, si les animaux ont à manger, si les animaux produisent, si les animaux sont bien, ben, moi, c'est ma tranquillité, je suis bien aussi. À 120 km de là, ce berger cherche également à sauver ses pâtures d'été. Il cultive désormais en association trèfle et plantain. Le plantain, une graminée qui a la faculté de faire l'odorat en période de sécheresse, mais de repartir à la moindre averse. Elle peut rester toujours verte, à stagner, mais vraiment, dès qu'il y a une goutte d'eau, elle revient et tout de suite, elle fait un peu de volume, et ce qui permet de faire pâturer les animaux, même en été. C'est une plante qui se tient bien chez nous, qui est bien adaptée, et en plus qui revalorise bien les protéines par rapport à la protéine du trèfle blanc et du trèfle violet, ce qui fait que ça nous permet de finir des agneaux à l'herbe sans donner de complément à côté. Jade, viens! Mouton ou vache, pour cette herbe qui leur est si précieuse mais si fragile désormais l'été, on met donc en œuvre des techniques de cultivateurs, mais aussi d'éleveurs. Stéphane a ainsi adopté un nouveau système de pâture sur une même parcelle. Beaucoup d'animaux, mais qui n'y restent pas longtemps. L'intérêt, c'est de faire tourner les parcelles déjà, et après avoir des meilleures repousses. Et c'est surtout aussi le fait d'avoir des brebis qui pâturent les unes à côté des autres, qui sont là pour manger l'herbe qui est disponible. Et donc il y a une concurrence qui se fait et il n'y a jamais de refus. Parce que la brebis, quand il y a une touffe d'herbe qui reste là, si ce n'est pas elle qui la mange, c'est l'autre. Ça a toujours un avantage, parce qu'on a toujours des parcelles qui se reposent plus longtemps et donc qui repoussent nettement mieux. Et tout le monde s'y retrouve. S'il s'agit de s'adapter au réchauffement, il faut par ailleurs, pour l'agriculture, essayer de lutter contre. Or, à l'image des arbres, l'herbe est un formidable piège à carbone. L'agroforesterie qui marie les deux a donc toute sa place en Limousin, où le châtaignier peut être bien autre chose qu'un symbole. Ce couple de producteurs fait du canard sous les branches. Ça profite à la fois au canard lui-même, dans la mesure où il a un certain bien-être, lorsqu'il fait soleil notamment, et puis il découvre le parcours, et d'autre part, de par ses fientes, pour fertiliser la châtaigneraie, quoi. Pour cause de grippe aviaire, les palmipèdes sont en ce printemps privés de parcours. Pas de chance pour eux, mais les arbres, eux, sont là avec tous leurs avantages. Filtration de l'eau, protection des sols, développement de la biodiversité, fixation de gaz à effet de serre, sous forme de bouquets, de haies, d'arbustes. L'agroforesterie, un auxiliaire bien utile contre les désordres météo, élevage et ombrage. Ici, dans le Limousin, effectivement, le châtaignier a toujours été présent. Mais bon, là, on l'améliore en plantant exactement là où on le souhaite, tout près des bâtiments, pour que l'animal puisse tout de suite récupérer l'ombre. Effectivement, il se sent même en sécurité, puisqu'il y a beaucoup de buses et de prédateurs. Si l'agriculture peut permettre de lutter contre les gaz cause du réchauffement, elle en est bien sûr et aussi partiellement responsable. 20% des émissions totales, les engrais, les tracteurs, le chauffage des bâtiments. À lui seul, l'élevage représente 40% des rejets de méthane. Les ruminants et leurs fumiers sont en première ligne. Solution possible, la méthanisation. Cet éleveur creusois a lancé son unité il y a 5 ans. En fait, quand on sort du fumier, il faut savoir qu'il se décompose et la décomposition crée des gaz à effet de serre. L'intérêt de la méthanisation, c'est de récupérer ces fumiers et au lieu que ça se décompose à l'extérieur, c'est que ça se décompose à l'intérieur. On maîtrise le cycle de décomposition, on maîtrise la récupération du méthane et on s'en sert comme production d'énergie. Le biogaz, c'est des kilowatts vendus à ERDF après 40 jours de décomposition du fumier, du digestat à épandre dans les champs et de la chaleur, permettant ici une diversification de production toujours intéressante. On voit bien ce qui arrive avec le réchauffement climatique, les changements climatiques. On est obligé de changer nos habitudes et nos itinéraires culturaux. Et la méthanisation peut être un point positif pour nous aider à faire la transition écologique et environnementale. Très concrètement, 3 séchoirs fonctionnent sur l'exploitation, servant par exemple pour des plaquettes de bois et autorisant désormais la production de blé noir ou de chanvre bien-être.
La limite d'un méthaniseur agricole, c'est qu'il ne soit pas conçu comme une machine à produire de l'énergie, obligeant par exemple à garder les bêtes en bâtiment pour garantir l'approvisionnement en fumier. Les agriculteurs partent sur ce système-là parce qu'ils ont besoin de rentrer aussi de l'argent et de vivre de leur travail. Et si on vivait de notre travail en vendant nos céréales correctement, en vendant la viande correctement, peut-être qu'on n'irait pas sur des systèmes comme ça. Donc c'est aussi une question de société à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut comme agriculture. En Nouvelle-Aquitaine, le Limousin fut le territoire le plus impacté par les récentes sécheresses. La nature de ses sols, ses caractéristiques agronomiques le fragilisant d'autant. Alors, si la prise de conscience émerge dans un milieu qui cherche à adapter son modèle multiséculaire, la portée des enjeux, l'urgence des solutions à initier ont parfois tout du saut dans le vide. Oui, c'est compliqué, il va falloir trouver autre chose, quoi. Il faut... Voilà, l'eau va être problématique, le fourrage, tout, quoi. Voilà, quoi. Les gens se posent des questions, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer que vraiment le Limousin change la nature même de son agriculture, qui est en gros la polyculture élevage? À l'avenir, ça se pourrait. Je pense. Peut-être dans quelques années, il n'y aura plus de vaches. Ce sera autre chose, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Côté pile, l'inquiétude naturelle inéluctable. Côté face, l'espoir indispensable. Certes, pour notre zone, on va dire, de Limousin, il y a des difficultés comme partout ailleurs, mais il y a aussi des opportunités qui s'ouvrent, et ça, les agriculteurs, ils sont sensibles également. On va faire du chanvre, de la vigne, des céréales qu'on ne faisait pas jusqu'ici. Il y a déjà de la vigne qui est en train de se mettre en place en Creuse, par exemple, dans le nord du département, et c'est parfaitement cohérent avec le changement climatique. S'il n'y avait pas eu le changement climatique, ça aurait été beaucoup plus difficile. L'opportunisme, la diversité des leviers, l'observation très locale des phénomènes, ce sont des pistes. Mais il faut faire vite, le réchauffement climatique pour l'agriculture limousine, un dossier brûlant. Climat, à quoi ressemblera la Nouvelle-Aquitaine dans 30 ans? C'est la question centrale de cette enquête de région. On a déjà beaucoup parlé de l'érosion du littoral. Autre exemple ici à Urugne, où l'effondrement régulier de cette corniche illustre l'enjeu de l'aménagement du territoire. Regardez, cette route départementale sur laquelle circulent jusqu'à 15 000 automobilistes chaque jour, cette route ne tient plus qu'à un fil par endroit et ce sentier du littoral est en partie interdit d'accès. Un pan entier de la falaise s'est effondré fin octobre 2020, quelques heures après un attroupement lors de l'apparition de la vague géante de Bellara, un peu plus au large. Bonjour Renaud Lagrave. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici à Urugne. Alors vous présidez le GIP Littoral, le groupement d'intérêt public qui gère la stratégie de l'érosion côtière en lien avec ce risque climatique. Quel est le bilan dressé aujourd'hui par le GIP? Le bilan il est extrêmement simple, c'est que depuis 10 ans, on calcule l'aléa érosion à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. On est en train de boucler d'ailleurs sur la Charente-Maritime. On a des reculs en moyenne de 3 mètres sur la côte sableuse, d'une trentaine, quarantaine de centimètres sur la côte rocheuse. Par an? Par an, absolument. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a, s'il n'y a pas de protection, à peu près 5800 logements qui sont menacés à moyen et long terme. Et actuellement, il y en a 580 qui sont déjà menacés par les phénomènes d'érosion. Renaud Lagrave, on a tous en mémoire la saga entre guillemets de l'immeuble Signal à Soulac, les propriétaires obligés de quitter les lieux face à la montée de l'océan. Leur indemnisation a pris des années. Pourquoi cette indemnisation sur nos côtes du risque lié au changement climatique n'est pas prise en compte? L'érosion n'est pas reconnue comme un risque en France, ce qui est quand même un petit peu surréaliste quand on voit notamment ce qui peut se passer et ce qui s'est passé, parce que moi j'ai en mémoire les tempêtes de 2014, on avait des reculs jusqu'à 70 mètres parfois, ce qui veut dire qu'aujourd'hui ce n'est pas un risque. Et nous ce qu'on demande depuis des années, c'est que ce soit reconnu comme un risque. À la limite, la question financière, elle est extrêmement importante, j'en conviens, mais c'est surtout qu'on nous donne les moyens de relocaliser des activités. Parce que les stratégies, c'est on laisse faire, là où on peut laisser faire. Il faut maintenir le cordon dunaire là où il faut évidemment le mettre en place, protéger avec des digues ou avec d'autres moyens, et puis surtout penser à la relocalisation. C'est-à-dire reculer des villes, reculer des habitations dans les terres. On sait que c'est inévitable. Et le projet de loi climat-résilience, là, n'apporte pas de solution? Honnêtement, je l'ai dit déjà depuis des années, et puis depuis 10 ans, je le dis à tous les gouvernements et à tous les services de l'État. Aujourd'hui, on a besoin de prendre des décisions. Pourquoi? Parce que
On sait qu'on est menacé à l'échéance de 2040-2050 sur un certain nombre de territoires, qu'il y a des biens qui sont menacés, des personnes. C'est des décisions qu'il faut prendre aujourd'hui. Quand vous relocalisez une activité, quelle qu'elle soit, il faut du temps. Et il faut du temps long. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les élus ont fait le travail sur le littoral néo-aquitain. Des stratégies locales sont portées. Maintenant, il faut passer aux actes. Pour passer aux actes, il faut qu'on ait véritablement des aides juridiques. Tout ce qu'on espère, c'est que dans le débat parlementaire qui arrive là, dans les prochaines semaines, on puisse vraiment avoir des réponses concrètes à nos problématiques. Le constat n'est donc pas réjouissant. D'ici 30 ans, ici au Pays Basque, comme ailleurs dans notre région, le changement climatique va bouleverser ces paysages et nos vies. Sur la planète, si les températures dépassent de 2 degrés les niveaux pré-industriels, le coût des dégâts sera de 63 000 milliards d'euros pour l'économie mondiale, selon les experts du GIEC. La seule bonne nouvelle dans tout cela, finalement, c'est que ce destin est entre nos mains et que l'on peut encore changer un peu la donne. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt.